Ce jour-là, tout a basculé. Je me souviens encore de la lumière bleutée de l'écran sur mon visage à 3 heures du matin, dans un open space qui sentait le café froid et le désespoir poli. J'étais le head of viral content d'une start-up à la mode. Mon travail ? Créer du bruit. Des mèmes, des vidéos courtes, des posts qui devaient faire le buzz pour une application dont personne ne comprenait vraiment l'utilité. Je vendais du vent et je commençais à m'étouffer avec. Autour de moi, sur les réseaux, je ne voyais que ça, des entrepreneurs en jet privé, des coachs devant des tableaux blancs remplis de flèches, des influenceurs qui vendaient des formations pour devenir influenceurs. Et moi, au milieu de ce cirque, j'étais fauché, épuisé, et je me sentais comme le plus grand imposteur de la planète. Je courais après un succès qui ressemblait à un feu d'artifice, brillant, bruyant, mais vide et éphémère. Cette nuit-là, j'ai touché le fond. Dans un élan de procrastination désespérée, j'ai commencé à surfer sans but, cliquant sur des liens de plus en plus obscurs, m'éloignant des autoroutes de l'information pour m'enfoncer dans les chemins de traverse du vieil Internet. C'est comme ça que je suis tombée sur un forum. Un forum au design digne des années 2000, sans images, juste du texte gris sur fond blanc. Le sujet ? La préservation des archives municipales de la région Centre-Val de Loire. J'ai ri, seul dans le silence du bureau. C'était l'endroit le moins sexy de tout l'Internet. Et pourtant, je suis restée. Au milieu des discussions sur la qualité du papier du 19e siècle et les meilleures techniques de numérisation, un pseudo revenait sans cesse, Marc 72. Ces messages étaient d'une clarté, d'une précision chirurgicale. Pas d'émoticônes, pas de blabla. Juste de l'expertise pure. Poussé par une impulsion que je ne m'explique toujours pas, je lui ai envoyé un message privé. Un message long, décousu, où je vidais mon sac sur mon job, sur cette course au buzz qui me tuait à petit feu, sur mon sentiment d'inutilité. Je m'attendais à être ignorée. Mais 20 minutes plus tard, une réponse est apparue. Courte. Le bruit ne nourrit personne. La valeur, si. De quelle valeur parles-tu dans ton travail ? Cette question, si simple, a été un électrochoc. C'est ainsi que ma véritable éducation a commencé. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner une liste de conseils. Je vais vous raconter comment cet homme, à travers nos échanges, m'a révélé les 3 business en ligne les plus ennuyeux que j'ai jamais entendus, et qui sont pourtant de véritables mines d'or, précisément parce que 99% des gens, obsédés par le sexy, ne les regarderont jamais. Le premier chapitre de mon histoire pourrait s'appeler « Le piège du glamour ». Avant de rencontrer Marc, ma définition du succès était dictée par mon fil d'actualité. Je croyais qu'il fallait une audience de millions de personnes pour réussir. Je passais mes journées à analyser des métriques de vanité, les likes, les partages, le taux d'engagement. On célébrait une vidéo qui faisait 100 000 vues comme une victoire, même si elle ne rapportait pas un seul euro et qu'elle était oubliée le lendemain. On était des drogués de l'attention. On passait des heures en réunion à débattre de la couleur d'un bouton ou de la musique à mettre sur une vidéo de 15 secondes. Pendant ce temps, mes finances personnelles étaient dans le rouge. Je vivais dans un petit studio, je mangeais des pâtes la moitié du mois, mais sur mon profil LinkedIn, j'étais un gourou du digital. Cette dissonance entre l'image que je projetais et ma réalité était en train de me ronger de l'intérieur. Je me sentais comme un acteur dans une pièce de théâtre qui ne se terminait jamais. Le pire, c'est que je croyais à mon propre mensonge. Je me disais que si je travaillais plus dur, si je trouvais la prochaine tendance, alors, enfin, le succès le vrai, celui qui paie les factures arriverait. J'étais persuadée que le chemin vers la liberté financière était pavé de hacks, de stratégies de croissance et de personal branding. J'étais à la recherche du raccourci ultime, de la formule magique qui me propulserait sous les projecteurs. Je ne comprenais pas que j'étais en train de courir dans la mauvaise direction, sur un tapis de course qui m'épuisait sans me faire avancer d'un seul centimètre. C'est dans ce contexte que ma conversation avec Marc a commencé. Après sa première question percutante, j'ai tenté de défendre mon travail. J'ai parlé de notoriété de marque, de communauté. Il m'a répondu avec une patience infinie, mais une logique implacable. Il ne jugeait pas, il questionnait. Une communauté qui ne paie pas, c'est un fan club. C'est agréable, mais ça ne construit pas une maison, m'a-t-il écrit. Au fil de nos discussions, qui s'étalaient sur plusieurs semaines, j'ai commencé à lui faire confiance. Il ne cherchait rien, ne vendait rien. Il semblait simplement sage.
Un jour, je lui ai demandé ce qu'il faisait, lui, pour gagner sa vie, pensant qu'il était un bibliothécaire à la retraite ou un passionné d'histoire. Sa réponse a été le premier domino à tomber. Il m'a dit, « Mon premier business, je l'ai lancé à 58 ans, après avoir été licencié. Je numérise des archives. » J'ai cru à une blague. Numériser des archives? C'était l'incarnation même de l'ennui. Passer des journées entières à scanner de vieux papiers poussiéreux. Je ne pouvais pas imaginer quelque chose de plus rébarbatif. Je lui ai dit, avec toute l'arrogance de ma jeunesse, mais, il n'y a rien de viral là-dedans. Personne ne va liker une photo d'un registre de 1890. Sa réponse, je l'ai imprimée et je l'ai toujours sur mon bureau aujourd'hui, tu as raison. Personne ne va liker. Mais les mairies, les bibliothèques, les musées et les cabinets de généalogie, eux, ils vont payer. Ils paient pour préserver leur mémoire, pour se conformer à la loi, pour rendre leurs fonds accessibles. Je ne vends pas du like. Je vends de la sécurité, de la pérennité et de la tranquillité d'esprit. Et ça, mon garçon, ça a une valeur bien plus grande qu'1 million de vues. Ce fut la première révélation. Le business ennuyeux numéro 1, la prestation de services de niche, à faible visibilité mais à haute valeur ajoutée. Marc m'a expliqué son modèle. Il n'avait pas de site web tapa accent grave l'œil, pas de compte Instagram. Son marketing? Le bouche à oreille et des réponses impeccables à des appels d'offres publics. Ses clients? Des institutions avec des budgets annuels, pas des consommateurs volatiles. Le travail était méticuleux, répétitif, et exigeait une rigueur absolue. C'était l'antithèse de mon monde. Il ne cherchait pas à attirer les foules. Il avait seulement besoin de quelques gros contrats par an pour générer un revenu très confortable. Il avait compris quelque chose de fondamental que j'ignorais. Il est 100 fois plus facile de vendre un service à 10 000 € à une organisation qui en a besoin, que de vendre un produit à 10 € à 1000 personnes qu'il faut d'abord convaincre. Pendant que je me battais pour quelques secondes d'attention dans un océan de bruit, lui, il construisait une forteresse silencieuse. Il ne dépendait d'aucun algorithme, d'aucune tendance. Son business était basé sur un besoin réel, profond, ennuyeux. Personne ne rêve de devenir numériseur d'archives. Et c'est précisément pour ça que le champ était libre. Il n'y avait pas de concurrence féroce, pas de gourous vendant des formations sur le sujet. Juste un problème concret à résoudre pour des clients prêts à payer pour la solution. J'ai commencé à voir le monde différemment. Mais le plus fou restait à venir. Car ce n'était que la première de ses activités. Quelques semaines plus tard, alors que ma start-up commençait à montrer de sérieux signes de faiblesse, j'ai demandé à Marc s'il avait d'autres secrets. J'étais encore sceptique, mais une graine avait été plantée dans mon esprit. Il m'a alors parlé de son deuxième business. Et si je pensais que le premier était ennuyeux, je n'étais pas prêt pour celui-ci. Marc gérait une newsletter. Je me suis dit, ah, enfin quelque chose que je connais. Je pensais à ces newsletters de créateurs, pleines d'histoires personnelles et de liens d'affiliation. J'étais à 1000 lieues de la vérité. Sa newsletter, m'a-t-il expliqué, était un résumé hebdomadaire des changements de régulation douanière pour l'importation de composants hydrauliques industriels en provenance d'Asie. J'ai dû relire sa phrase 3 fois. C'était si spécifique, si technique, si aride. Qui pouvait bien lire ça? Sa réponse a été le deuxième choc. Mes lecteurs sont les directeurs logistiques de grandes entreprises industrielles. J'en ai environ 400. Je calcule vite. 400, ce n'est rien, me dis-je. Mais il ajoute, l'abonnement est de 990 € par an. J'ai failli tomber de ma chaise. 400 personnes payaient près de 1000 € par an pour lire un email sur des régulations de composants hydrauliques. Le business ennuyeux numéro 2, l'information de niche à très haute valeur pour les professionnels. Marc m'a expliqué la logique, et elle était lumineuse. Pour une entreprise qui importe des millions d'euros de matériel, rater une seule mise à jour de régulation peut coûter des centaines de milliers d'euros en amende ou en blocage à la douane. Mon abonnement à 990 € n'est pas une dépense, c'est une assurance. C'est un investissement minuscule pour éviter une perte potentiellement colossale. Je passe ma semaine à éplucher des documents officiels imbuvables, et je leur sers une synthèse digeste et directement exploitable. Je leur vends du temps et de la sérénité. Encore une fois, la même logique. Ils ne cherchaient pas des millions d'abonnés gratuits.
Il avait trouvé une douleur si précise et si coûteuse pour une petite audience, que le prix devenait un détail. Il n'avait pas besoin de faire de la publicité. Ses clients venaient à lui par réputation, dans les cercles très fermés de leur industrie. Pendant que je cherchais à plaire à tout le monde, il avait choisi de n'être indispensable que pour quelques-uns. Et ça changeait tout. Le point de rupture est arrivé un mardi matin. Un email laconique nous a convoqués pour une réunion de toute urgence. Le verdict est tombé, la start-up n'avait plus de fonds. Licenciement économique pour toute l'équipe. En 1 heure, j'ai mis mes quelques affaires dans un carton. Mon titre de Head of Viral Content semblait soudain ridicule. Le buzz s'était évaporé, et moi avec. J'étais dévastée. J'avais l'impression d'avoir gâché des années de ma vie à courir après des fantômes. Mon premier réflexe a été d'écrire à Marc. Je lui ai annoncé la nouvelle, m'attendant à de la pitié. Il n'a pas fait ça. Il m'a répondu, parfait. Maintenant, le vrai travail peut commencer. Le lendemain, il m'a parlé de son 3e business. Celui-ci était différent. Il ne le gérait pas directement, mais y investissait et conseillait plusieurs petites entreprises. Le business ennuyeux numéro 3, la création de documentation technique et de manuels d'utilisation. Il m'a expliqué, le monde est de plus en plus complexe. Les logiciels, les machines, les appareils, tout devient plus compliqué. Mais les humains ont toujours besoin d'instructions simples. La plupart des ingénieurs détestent écrire de la documentation. Ils trouvent ça ennuyeux. Ils veulent construire, pas expliquer. C'est un point de friction énorme pour des milliers d'entreprises. Il m'a dit qu'une bonne notice d'utilisation pouvait réduire de moitié les coûts de service client d'une entreprise. Un bon tutoriel pouvait faire la différence entre un client qui adopte un logiciel et un client qui demande un remboursement. C'était un besoin universel, constant, et complètement délaissé par les gens qui cherchent la gloire. Et puis il a ajouté la phrase qui a changé ma vie, une petite société de logiciels industriels avec qui je travaille a besoin de refaire tout son manuel d'aide en ligne. C'est un travail fastidieux et mal payé pour commencer, mais c'est un pied dans la porte. Ça t'intéresse ? J'ai hésité. Moi, le créateur de contenu viral, j'allais écrire des modes d'emploi. Mon ego en a pris un coup. Mais je n'avais rien à perdre. J'ai dit oui. Ce premier contrat a été le travail le plus difficile et le plus ennuyeux de ma vie. J'ai passé des semaines à décortiquer un logiciel austère, à interviewer des ingénieurs qui me parlaient dans un jargon incompréhensible, et à transformer tout ça en étapes claires, simples, avec des captures d'écran. C'était l'opposé exact de ce que je faisais avant. Ce n'était pas créatif, ce n'était pas amusant. Mais pour la première fois depuis des années, à la fin de la journée, j'avais le sentiment d'avoir créé quelque chose d'utile. D'avoir apporté de la clarté là où il y avait de la confusion. Quand j'ai livré le projet final, le directeur de l'entreprise m'a appelé. Il ne m'a pas dit que mon travail était génial ou inspirant. Il m'a dit, c'est clair. Nos clients vont enfin comprendre comment utiliser cette fonction. Merci. Ce simple mot, merci, avait plus de poids que tous les likes que j'avais accumulés dans ma carrière. J'avais résolu un vrai problème. Ce premier contrat en a amené un 2e, puis un 3e. J'ai créé ma propre petite structure. Aujourd'hui, je ne suis pas sur un yacht. Je ne fais pas la couverture des magazines. Mais je paie mes factures sans angoisse. Je choisis mes clients. Et surtout, je dors la nuit. Mon travail consiste à rendre le complexe simple. Mes clients sont des entreprises qui vendent des produits et des services compliqués. Personne ne parle de ce que je fais dans les soirées branchées. Et c'est très bien comme ça. J'ai compris la leçon de Marc. La véritable liberté ne se trouve pas dans la lumière des projecteurs, mais dans l'ombre, là où se cachent les problèmes ennuyeux mais essentiels. La numérisation d'archives, les newsletters de niche pour professionnels, la documentation technique. Ces 3 exemples ne sont que la pointe de l'iceberg. Le point commun ? Ils sont invisibles, ils ne génèrent aucun buzz, mais ils répondent à des besoins profonds et solvables. Ils sont basés sur la compétence et la fiabilité, pas sur la popularité. Alors si vous êtes comme moi, fatigué de courir après le vent, de vous comparer à des succès en carton-pâte, je vous invite à regarder ailleurs. Regardez vers l'ennuyeux. Regardez vers le compliqué. Demandez-vous quels sont les problèmes que personne ne veut résoudre. C'est souvent là,
dans la poussière et la complexité, que se trouvent les véritables trésors. Commentez Go si vous voulez lancer votre business, n'oublie pas de t'abonner.